Dans une recherche partenariale, on sait que le partenaire voudrait qu'il y ait des retombées concrètes sur le terrain et c'est souhaitable. Alors, la diffusion pourrait se faire de façon différente. Ça pourrait être l'occasion d'organiser un événement, un colloque, un symposium, un forum, bon, peu importe le nom, mais un événement où on rassemblerait d'une part les participants, ceux auprès de qui on est allé chercher des données, parce que c'est toujours, moi je trouve ça le fun de savoir ce que ça a donné, ce à quoi j'ai participé. Mais aussi d'autres groupes qui pourraient avoir des intérêts similaires, puis pour qui ça pourrait être intéressant d'avoir accès à ces résultats-là. Organiser un événement juste où on va transmettre des données, je pense pas que ça soit ça, en tout cas, de mon point de vue, je pense pas que ce soit ça qui soit le plus utile. C'est de l'information, on reçoit de l'information, mais si on veut se les approprier, ces informations-là, je pense qu'il faut saisir l'occasion aussi pour créer des ateliers lors de cet événement-là. On va amener les gens à réfléchir en posant des questions et à travailler ensemble pour voir, à partir de ce qu'ils ont entendu, à partir de ces résultats-là, qu'est-ce que ça leur dit, eux? Déjà, de se poser la question, moi, ça me parle de quoi là, par rapport à mes préoccupations, terrain, mon organisme et tout ça. Et ensuite, comment je pourrais, moi, utiliser ça pour qu'il y ait des répercussions dans mon organisme? Quelles actions on pourrait poser pour qu'il y ait un réinvestissement de ces résultats-là? Dans d'autres projets que j'ai menés, j'ai trouvé aussi la manière de favoriser des réinvestissements en créant un guide dans lequel étaient posées des questions. Donc, le guide, en outre, parlait des résultats, mais de manière à faire vivre un processus de réflexion par le questionnement à chacune des étapes d'élaboration du projet. Par exemple, dans un projet de mentorat, par exemple, si on veut mettre en place un programme, d'une recherche, j'ai créé ce guide et à chacune des étapes d'implantation, il y a des encadrés où est-ce que là, on invite la personne à se poser ces questions-là pour qu'elle se mobilise pour mener à des actions. Je ne crois pas qu'en écrivant juste des articles scientifiques, on rend beaucoup service aux partenaires parce que les articles scientifiques sont surtout lus par des chercheurs. Bien sûr, il peut y avoir des praticiens qui vont les lire, mais on va être... Pour moi, c'est moins accessible. Alors que quand on est présent avec le partenaire, qu'on travaille avec le partenaire à diffuser et à faire en sorte qu'il va y avoir une appropriation des résultats, il semble que là, on va jusqu'au bout du processus. Ce serait pas mal non plus de réinvestir ces résultats-là dans nos cours universitaires. Déjà, on fait de la recherche, donc il me semble qu'à l'université, c'est la bonne place pour réinvestir des résultats de recherche qui sont récents. Alors, le partenaire peut travailler avec nous aussi, à voir comment on pourrait transformer ces données de recherche, ces résultats de recherche en contenu de cours universitaire aussi. Donc, il y a la formation pour les professionnels, mais il y a la formation universitaire aussi qui peut en bénéficier. En termes de moyens, oui, il y a l'écrit, il y a la formation, il y a les ateliers réflexifs, il y a l'accompagnement aussi. Comment le chercheur peut, à la fin d'une recherche, poursuivre avec le groupe pour les accompagner dans ce réinvestissement-là des résultats. Parce que, en tout cas, ce que j'ai remarqué dans certaines recherches, les gens sont contents, ils ont des résultats, mais là, ils ne savent plus quoi faire avec ça. Alors, si le chercheur peut aider, continuer encore un petit bout avec les partenaires pour les aider à réinvestir, à penser comment on pourrait se servir de ces résultats-là pour soit améliorer nos pratiques, notre organisation, consolider des trucs, ben ce serait souhaitable. Par rapport à la diffusion, ben, ça revient toujours à ça. Moi, j'ai une conception de la recherche partenariale où les partenaires sont véritablement en relation.
Donc, c'est dans la relation qu'on va décider, encore là, du rôle de chacun par rapport à la diffusion. Mais de mon point de vue, ce qui serait souhaitable, c'est que les deux participent à la diffusion de part et d'autre. C'est-à-dire que le chercheur est présent sur le terrain pour, j'allais dire co-diffuser, je ne sais même pas si ça existe comme mot, mais co-diffuser avec le partenaire. Mais même dans les articles scientifiques aussi, que le partenaire participe à l'écriture, on voit son nom dans l'article. On parle de recherches qui sont faites de manière autonome dans les organismes et qui sont peu reconnues. Bien, peut-être parce qu'on ne travaille pas assez étroitement ensemble. Je pense que si le partenaire, on voit son nom, il y a une crédibilité et on reconnaît sa part dans la recherche. Je pense qu'il y a une conception peut-être qui nous précède où les chercheurs universitaires vivaient dans leur univers de chercheurs et les praticiens vivaient dans un univers de praticiens. Il me semble que de plus en plus, on est inclusif. Il me semble qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui aiment travailler avec des partenaires, des praticiens, des gens du terrain. Moi, j'y vois un avantage. C'est mon choix à moi de travailler de cette manière-là parce que pour moi, c'est avantageux. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on était en réunion d'équipe et là, j'amenais des premiers résultats préliminaires d'un projet de recherche. Et les partenaires sont là. Moi, j'apporte des hypothèses de ce que je pense être les causes ou des explications par rapport aux résultats qu'on a, mais je ne suis pas sur le terrain. C'est à partir de lectures, à partir d'un cadre de référence que je peux amener ces hypothèses-là. Mais le partenaire qui est là, lui, il en a une bonne idée pourquoi ce résultat-là. Il y a une espèce de connaissance approfondie du terrain et de ce qui se passe. Et là, par ces informations-là, on peut co-construire le sens par rapport à ces résultats. Donc, moi, je pense qu'en travaillant ensemble, c'est avantageux pour arriver peut-être à des interprétations encore plus justes. Quand on arrive à la diffusion des résultats, il y a plusieurs étapes, mais aussi plusieurs degrés de finalité. Il y a d'abord jeudi prochain, on présente un 3 pages à un syndicat sur nos impressions préliminaires sur un terrain. Alors, on a 3 pages de jus, de qu'est-ce qu'on pense dans un premier temps. Éventuellement, il va y avoir un rapport final où on va avoir une rétroaction. Éventuellement, il va y avoir un article scientifique où on va avoir un feedback de la communauté scientifique. Et en fin de compte, moi, je viens de faire un livre avec toutes mes expériences que j'ai eues dans le contexte de nos travaux avec les travailleurs et les travailleuses, où j'essaie de montrer pourquoi les scientifiques n'écoutent pas les travailleurs et travailleuses et pourquoi ils apprendraient beaucoup s'ils le faisaient. Alors, on a donc différentes étapes de perfection. Moi, mon livre, c'est bien parfait, ça explique tout, mais pour arriver là, il fallait qu'on fasse plein de rapports, plein de discussions, plein de sessions de formation, plein de différentes façons d'écouter et de parler avec les gens qui utilisent les résultats de recherche. Dans notre cas, les fois que ça a vraiment mal fonctionné, il y a eu un couple de fois, c'est quand le syndicat ne s'est pas rendu compte qu'il fallait qu'il fasse quelque chose avec nos résultats. Il y a des fois qui nous ont appuyés, on a fait des recherches, on a produit des résultats, ça a fait de beaux articles, on a eu des prix de la recherche, on a eu des médailles du gouverneur général, mais côté terrain, il n'y a absolument rien qui s'est passé parce que les gens
pensaient que juste en produisant des résultats de recherche, ils allaient avoir des transformations dans le milieu. Puis nous, on ne peut rien faire pour avoir des transformations dans le milieu. On n'est pas dans le milieu, on n'est pas du milieu. On ne comprend pas du tout les exigences que le syndicat doit gérer. Alors, on ne peut rien faire pour qu'il y ait une transformation des conditions de travail. Dans notre cas, c'est un bon syndicat. Un bon syndicat, c'est un syndicat où il y a une mobilisation qui se fait avec les résultats de recherche, où déjà, en commençant la recherche, la personne qui commence sait qu'est-ce qu'elle va faire avec les résultats. Une des premières recherches qu'on a faites, c'était à la demande de la CSQ, la Centrale des syndicats du Québec, pour les enseignantes de niveau primaire. Et là, on a pu documenter beaucoup la tâche d'enseignante au primaire, qui, encore une fois, c'est un métier qui est vraiment sous-valorisé et sous-estimé par le public et même par les membres du syndicat elles-mêmes. Et on a pu voir toutes les contraintes d'un nombre excessif d'élèves, les conditions matérielles dans les salles de classe où tout était trop chaud, trop sec, l'atmosphère était trop sec. On avait fait des lectures de bruit, de température, d'humidité. Et aussi, on a pu documenter l'activité de travail des enseignantes au niveau primaire pour montrer, par exemple, que les phrases utilisées par les enseignantes sont beaucoup plus courtes en première année qu'en quatrième année, et ça reflète donc un rythme de travail beaucoup plus rapide. Et quand on a tout documenté ça, on a donné aux enseignantes qui se sont senties valorisées, et ça leur a permis de contrer toute une tendance à augmenter le nombre d'élèves dans les classes, et ça a donné une reconnaissance accrue à l'époque aux enseignants du primaire. Donc la communication qu'on peut faire de nos résultats, pour nous c'est très important d'avoir une rétroaction de la part des personnes avec qui on a fait la recherche. Cette rétroaction-là va devenir partie des résultats de la recherche, et quand on retourne la recherche complétée, qui était validée par les travailleurs-travailleuses, on le retourne au milieu scientifique et au milieu syndical. Le syndicat peut, en ce moment-là, faire une communication plus large des résultats. C'était arrivé avec nos recherches, où ils ont fait un pamphlet avec les résultats qu'eux, ils sont allés faire valoir auprès de d'autres syndicats au niveau international. Et chaque fois qu'eux, ils font une communication des résultats, ils apprennent des choses, mais nous aussi, on apprend des choses qui vont alimenter nos recherches futures. J'ai eu un rôle souvent dans ce qu'on appelle la formation, mais ce n'est pas vraiment la formation, c'est la communication des résultats. Et ça, je le fais toujours, la communication des résultats, parce que si ça passe par d'autres personnes, il va y avoir des questions auxquelles le syndicat ne va pas avoir de réponse. Et des fois aussi, ça prend le chercheur juste pour dire « on ne sait pas ça encore ». Parce que des fois, le patron va dire quelque chose, puis là, les syndiqués essaient de répondre, puis là, ils vont revenir vers moi en disant « qu'est-ce que je dis ?» Puis je peux répondre, mais la science ne le sait pas encore, mais c'est une question intéressante. On va faire ça l'année prochaine. Il peut y avoir toutes sortes de cas de figure, mais je pense que la présence continue du chercheur est nécessaire. Donc, il faut toujours avoir cette transparence-là parce que j'essaie de l'expliquer, c'est vraiment un processus en spirale. Donc, c'est pas on attend que la recherche soit finie, puis là, on va vous dire ensemble ce qu'on a trouvé. Bien non, on est ensemble. Donc, tout de suite, le chercheur d'un point de vue éthique, ça c'est ma position, est redevable et doit dire au fur et à mesure comment les choses évoluent, c'est quoi son interprétation de ce qui se passe pour recueillir l'interprétation des autres aussi. Fait que pour moi, c'est aussi une condition qui va fédérer les partenaires. Donc, pas attendre à la fin, mais vous êtes aussi partie prenante de ce qu'on trouve.
Si on accepte comme chercheur de s'engager dans la recherche participative avec les communautés, en partenariat et tout ça, on accepte aussi la responsabilité que les données produites, les connaissances produites soient significatives pour les gens qui vont les utiliser. Et à mon avis, tu ne peux pas partir du terrain tant que le travail de transformation des connaissances en action n'est pas fait. Moi, en tout cas, je travaille avec des groupes, des partenaires communautaires beaucoup. Ces gens-là n'ont souvent pas les ressources pour transformer ces données-là en action. Donc, il faut absolument être là et accompagner aussi. C'est un rôle d'accompagnement, puis on peut faciliter des lieux d'échange par rapport à ça. Je vais donner un exemple. C'est pas moi c'est pas mon équipe qui a créé ça. C'est vraiment mes partenaires communautaires ont développé une formule qu'on appelle les outillons-nous. Outillons-nous, c'est que 5 ou 6 fois dans l'année, tous les intervenants à l'échelle provinciale qui œuvrent auprès d'une population dite en situation de vulnérabilité se réunissent à Montréal et il y a des ateliers où des chercheurs comme moi, on vient présenter nos résultats. Et ensuite, on travaille en atelier ensemble pour dire, bon, mais quel écho ça fait dans nos pratiques? Qu'est-ce que ça implique, ce genre de résultats-là, dans le contexte de notre travail à nous? Puis en général, les autres projets de recherche génériques, qui sont des recherches-actions, partent de là, où une organisation va dire, ah, ben nous, en région, on a de la difficulté à rejoindre les hommes gays, il faudrait développer sur le web une communauté de pratique, où on pourrait, alors, je pense que notre rôle est d'être là aussi, et de voir à travers cette nouvelle intervention-là, cette nouvelle action-là, les questions qui se posent sur l'intervention elle-même. Pour moi, la valorisation des résultats, outre le fait que comme chercheur, il y a toute la production scientifique dans les créneaux habituels, là, colloques, congrès, publications scientifiques qu'on doit assumer. En général, ces publications-là, ces productions-là se font avec les partenaires. Ils sont impliqués. Je vous dirais que nous, notre expertise, c'est de rédiger tout ça, là, mais eux, leur expertise, c'est de valider ce qu'on écrit, de donner du sens à ce qu'on écrit, de nous aider à voir les retombées de ça pour l'action, puis à nous aider vraiment à préparer, par exemple, dans un article, les discussions. C'est tellement riche d'avoir l'input des gens qui sont sur le terrain, qui sont dans l'action. Ils interprètent les données. Pour nous, tout est au même niveau. Hein? Je veux dire, un résultat en vaut bien un autre. Mais avec eux, les choses sont mises en perspective, les choses sont mises en priorité. Donc, pour moi, c'est majeur. Ils sont impliqués, je vous dirais pas tellement dans la rédaction comme dans la réflexion. Ils alimentent, ils vont valider, tout ça. Mais il faut aussi leur laisser de la place pour trouver des façons de valoriser qui sont plus près de leur culture. Par exemple, dans un projet avec les femmes vivant avec le VIH, les femmes ont voulu faire un petit ouvrage collectif à partir de leur interprétation des résultats, de leur expérience, parce que c'est un peu mélangé. Elles ont fait une petite brochure qui venait donner leur expérience du projet auquel elles avaient participé, des témoignages, des photos. Donc, il faut laisser de la place pour que les résultats soient valorisés de façon signifiante par nos partenaires. Donc, il faut voir les occasions dans l'environnement de chacun de nos partenaires. Puis, dans chacun des environnements, les moyens sont différents. La santé publique, ils en ont des moyens, là. Ils ont des sites web, puis ils ont des bulletins. Donc, ça valorise les résultats de cette façon-là. Puis, avec les groupes communautaires, c'est d'aller avec un portail sur lequel il y a une communauté, un forum où elles peuvent échanger, des choses comme ça. On a même fait, à un moment donné, on a travaillé avec quelqu'un qui fait de la caricature parce que les femmes auxquelles on s'adressait ne savaient pas, une bonne majorité étaient analphabètes. Donc, pour transmettre les résultats, il fallait les rendre un peu plus imagés, tout ça. Donc, c'est d'être un peu créatif, de compter beaucoup sur leur façon à eux de voir comment on peut valoriser les données. La valorisation des données, comme ce que j'expliquais tantôt, pour nous, elle est intégrée dans le processus de recherche, dans le processus de production des connaissances. Donc, c'est certain qu'avec les structures participatives qu'on se donne,
déjà d'emblée, puis étant donné l'importance de la communication, comme je disais tantôt, c'est certain qu'il faut d'emblée se dire bien, quels sont les médias, les moyens qu'on va se donner à court terme au fur et à mesure pour échanger sur ces résultats-là. Donc ça, il y a une part de planification, mais après, ce qu'il faut planifier, c'est qu'on aura des stratégies de valorisation. Il faut prévoir des sous, il faut prévoir du temps pour y réfléchir, mais il faut avoir aussi une certaine souplesse parce que les avenues risquent d'émerger en cours de route en fonction des besoins des partenaires. La question de la valorisation de la diffusion, elle est présente au début. Si je pense à certaines autres collaborations que je peux avoir avec, disons, la Ville de Montréal ou que mon équipe a eu avec la Ville de Montréal, la division du patrimoine, les gens qui s'intéressent au patrimoine et à la toponymie, bien, eux vont dire, mais nous, on a une volonté de développer du contenu pour notre site Web sur des aspects de l'histoire du patrimoine de Montréal. On a certaines expertises, mais vous aussi, historiens, chercheurs universitaires, vous avez des expertises. Pouvons-nous collaborer pour développer des contenus, mais des contenus qui vont pouvoir être diffusés, qui vont pouvoir servir? Donc, la réflexion sur la finalité en termes de diffusion, de transfert, de mise en valeur, elle est présente dès le début, puis a un impact sur l'orientation de la recherche. Je dirais, dans notre équipe de recherche, on organise 2 fois par année ce qu'on appelle nos journées annuelles, où on va échanger sur les projets en cours. Et comme plusieurs des projets sont des projets en partenariat, ce qu'on cherche à faire lorsqu'il y a une présentation du projet, c'est d'avoir des présentations multiparties, où donc s'il y a un projet où il y a un chercheur, un représentant de l'organisme partenaire et un étudiant, mais de faire en sorte que l'étudiant participe aussi à la présentation du projet. Donc, les étudiants ont aussi une expérience de communication des résultats et donc on essaie de reconnaître leur participation. Et dans certains cas, certainement pour certains projets en partenariat, je pense encore à un projet avec la Ville, où il y a des textes qui ont été rédigés, même si les textes étaient revus ensuite et retravaillés par des profs et par des gens de l'organisme, l'étudiant qui avait été le premier rédacteur est reconnu sur le site Web de la Ville. Donc, on dit, bon, rédaction, un tel, etc. Donc, il y a une façon aussi de faire en sorte qu'on reconnaisse cette contribution-là. Souvent, quand un partenariat fonctionne bien, il va finalement se déployer à travers le temps dans plusieurs projets parce qu'un projet permet de voir d'autres projets, d'autres possibilités, etc. Donc, et quand ça fonctionne comme ça veut dire qu'on peut... c'est en quelque sorte, c'est comme si on laissait l'autre partie entrer dans son univers. Donc, un partenaire va être co-auteur d'un texte ou s'il y a une possibilité au niveau d'un colloque, le partenaire sera invité à présenter ou on va essayer de voir est-ce qu'on peut présenter ensemble le projet qu'on mène. Et inversement, dans les milieux du partenaire, ça peut être un congrès de l'Association des musées ou dans des milieux qui ne sont pas des milieux que les universitaires, historiens fréquentent habituellement, on peut aussi être invité à entrer dans ce milieu-là. Et donc, la question de la valorisation, elle peut prendre toutes sortes de formes. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être dans un modèle de la recherche universitaire qui est sensible à des commandes ou à des besoins, mais essentiellement qui fonctionne dans une certaine mesure en vase clos. Ce n'est pas entièrement vase clos, mais avec un contact limité, qui conserve beaucoup d'autonomie au niveau de la recherche, puis ensuite qui sera à l'étape du transfert. Et qui soit dit, mais voici comment je veux le transférer, ou je vous rends ce produit, et c'est à vous ensuite de réfléchir à sa pertinence ou à son utilité, parce que si on intègre vraiment la phase valorisation, mise en valeur, transfert, ou les besoins, même souvent c'est des besoins en termes d'aide à la décision, si ça c'est présent en amont, tout va se décliner autrement, en fait, si ça fonctionne bien. Des fois, ça ne marche pas. Bien sûr, on présente les résultats dans des conférences scientifiques. C'est pas nécessairement ça qui amène le plus de changements dans la pratique, c'est pas nécessairement ça qui amène le plus de prise de conscience au niveau des acteurs et qui amène des changements dans la réalité des partenaires. La diffusion des connaissances et des résultats se fait sur le chemin, si on veut. Le rapport à la fin, c'est une étape importante.
Le rapport à la fin, bon, dans notre cas, on a développé des schémas qui permettaient de mieux comprendre justement comment les marchés de quartier innovaient vers la transition socio-écologique. Je pense que notre plus grand apport en termes de diffusion des résultats, c'est pas tellement la diffusion des résultats que le chemin parcouru lui-même à travailler avec les acteurs et au cours duquel il y a des échanges constants entre eux et nous, donc entre une situation vécue, des problèmes, des défis auxquels ils font face et une interprétation théorique peut-être, une mise en ordre un petit peu plus académique, hein, qui implique des méthodologies de recherche, qui implique toutes sortes de mécanismes qui font en sorte que ça amène aussi les partenaires à se mettre dans des positions inconfortables, à découvrir de nouvelles façons de comprendre leur propre réalité. Et c'est important parce que ça a permis aussi au marché de quartier de mieux se connaître eux-mêmes, justement, et de mieux se présenter auprès d'autres partenaires de la société, auprès des bailleurs de fonds, auprès de la direction de la santé publique, de l'arrondissement. Nous, on a fait notre processus, on l'a bâti autour d'une série d'entrevues, de revues de littérature, évidemment, pour mieux connaître le contexte, pour mieux connaître les différents paramètres, les problèmes, etc. Mais c'est la réflexion en ce qu'on appelait en groupe focus, en fait, des séminaires qui réunissent les partenaires, les chercheurs, une sorte d'animation où on fait des exercices de prospective, hein, de vision du futur, si on veut. Non pas qu'on peut le voir, mais en tout cas, on se l'imagine. Ça, je pense que c'est vraiment ça qui permet de faire passer le savoir d'un côté à l'autre. Également, nous avons en recherche-action, quand c'est coordonné par le service aux collectivités, il y a toujours les comités d'encadrement. Alors déjà, ça passait par le comité d'encadrement avant, c'est repassé par le comité d'encadrement après. Et le bout le plus intéressant, je pense, là, de ce que je veux vous dire, ce sont les 3 autres groupes focus qui ont suivi. Parce qu'on avait 3 marchés de quartier et on s'était dit, ces 3 schémas, il ne faut pas juste que ça fasse du sens pour les gens des marchés, il ne faut pas juste que ça fasse du sens pour les partenaires institutionnels, hein, c'est comme ça qu'on les a appelés. Il faut que ça fasse du sens pour les consommateurs, les producteurs, les gens du quartier, ceux qui fréquentent le marché, les marchés. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé 3 groupes focus dans les 3 quartiers pour présenter les schémas, où il y avait des citoyens, il y avait des gens de l'arrondissement, il y avait des gens des tables de quartier, là, du domaine communautaire, il y avait des producteurs, il y avait toutes sortes de monde, d'affiliations, d'origines différentes. Et ça a permis encore une fois d'améliorer les schémas. Donc les schémas sont vraiment l'exemple de cette co-construction des connaissances. Et non seulement la recherche-action, mais tout ce qui sort de la recherche très disciplinaire, ça a plus de difficultés à passer dans les revues scientifiques, ça a plus de difficultés peut-être à être reconnu au niveau institutionnel. Mais bon, je pense qu'à l'UQAM, c'est peut-être un petit peu moins le cas. On ne sent pas en tout cas cette pression-là. Je pense qu'au contraire, les gens sont intéressés. Mais je pense qu'il faut faire une large place maintenant aux sciences plus transdisciplinaires, interdisciplinaires. Et la recherche partenariale, la recherche-action, ça se situe dans ce mouvement. Même si c'est à émerger des années 70, 80, même avant, là, ça a existé un peu en parallèle de la sociologie, ça a existé un peu en parallèle. En travail social, ça a probablement été plus fort. Mais aujourd'hui, ça émerge dans un débat sur qu'est-ce que la science. On parle de science mode 1, mode 2, il y a différentes façons de parler de cette problématique, mais je pense que la recherche-action, la recherche partenariale fait partie d'une mouvance là, qui est en train de s'imposer internationalement au niveau des sciences en général, je pense. Mais lorsqu'il s'agit de diffuser, transférer les connaissances dans les milieux qui sont concernés, les meilleurs maîtres d'œuvre, ce sont les partenaires qui sont autour de la table. Donc, c'est plus leur responsabilité d'arranger, de préparer, de voir à ce qu'il y ait soit des séminaires, soit des conférences ou des forums où l'on puisse
faire les présentations et être en interaction directe avec les personnes qui sont là pour répondre à des questions d'éclaircissement, de commentaires sur la recherche comme telle. Et c'est comme ça que graduellement, la recherche elle est valorisée à la fois sur le terrain et dans le milieu universitaire. Normalement, si le processus est bien respecté du début à la fin, c'est donc dire que les questions, c'est les bonnes questions, c'est-à-dire que ça concerne l'acteur, etc. Et après, si le processus de recherche permet de trouver les bonnes réponses et que l'analyse permet aussi de dégager des pistes intéressantes, l'appropriation, normalement, toutes les conditions sont là. Si, à travers le processus, l'acteur qui était très chaud au début refroidit graduellement devant des constats, là, malheureusement, c'est un produit de la recherche. Alors, c'est certain que nous, on est à 100% de notre cible. L'acteur, lui, peut-être qu'il se retrouve à 50%, puis il sera peut-être plus réticent à valoriser les résultats. Un autre élément important, c'est évidemment si on a des résultats et si on s'entend que c'est des résultats qui sont intéressants, minimalement, il faut s'assurer qu'on a des moyens pour pouvoir faire une bonne valorisation dans les différents milieux qui sont concernés. Donc, si on ne le fait pas, la recherche est tablettée et ça, c'est un peu dommage parce que c'est de l'argent, c'est du temps, c'est des connaissances et c'est important que ça puisse circuler dans les différents milieux. Eh bien, si j'ai besoin de la recherche fondamentale pour les concepts, j'ai aussi besoin de la recherche appliquée pour aller chercher cette dynamique et ces processus qui sont le jour de 100% de notre réalité. Alors donc, pour pouvoir faire ça, j'ai besoin de la recherche partenariale. Donc, normalement, le milieu de la science devrait valoriser l'un et l'autre de ces champs de travail, de façon à ce qu'ils puissent se compléter, se nourrir les uns les autres. Et l'université, normalement, devrait avoir autant des préoccupations par rapport à la recherche fondamentale et le positionnement de la bonne expertise universitaire et de la formation, autant elle devrait aussi avoir cette préoccupation, est-ce que mon monde est connecté à la réalité? Un chercheur qui travaille sur l'atome, on ne lui pose pas de questions. Il est sur l'atome, il a son laboratoire, il est dans le terrain. Et ça, c'est normal. Mais les gens qui sont en sciences humaines, etc., eux, c'est comme anormal. C'est comme s'ils faisaient un travail autre que leur vrai travail qui serait universitaire. Donc, si c'est bon pour l'un, ça devrait aussi être bon pour l'autre. On devrait aussi reconnaître que les terrains, le travail en direct avec les personnes dans les communautés, etc., ça fait partie de la mission universitaire des sciences humaines, des sciences sociales et des sciences de communication, etc., de façon à ce que l'on puisse bien faire cheminer la science comme quelque chose qui est au service de l'humanité et pas juste au service de la connaissance pour la connaissance. Je ne suis pas sûr qu'elle va être valorisée avec le temps parce que c'est un peu toujours la même chose. Les médias vont plus valoriser des grands chanteurs, etc., que des petits chanteurs qui sont inconnus. Ils vont prendre ceux qui ont le potentiel de devenir connus pour être un peu des défricheurs, mais la grande majorité, ils les laissent dans l'ombre. Pour moi, cette question de la reconnaissance, c'est un objectif, on va y travailler. Ce qui est important, c'est qu'on ait toujours les marges de manœuvre à l'intérieur de nos institutions. C'est certain qu'on pousse, nous, à travers la chaire, pour faire en sorte qu'il y ait des déblocages institutionnels, soit au niveau universitaire, soit au niveau des grands bailleurs de fonds, et après vers d'autres acteurs de la société. Ça, c'est un travail qui commence. D'ailleurs, c'est bien parce que c'est financé par l'UQAM, donc c'est une reconnaissance universitaire que ce travail, il est important. Mais maintenant, on sait qu'on est une université un peu particulière, plus social-démocrate jusqu'à un certain point, plus ouverte, même s'il y a des fermetures. Et donc, là, c'est peut-être plus facile d'avoir ce genre de décision institutionnelle. Maintenant, il faut aussi faire le travail vers d'autres universités qui sont peut-être plus frileuses par rapport à ce type d'implication. Effectivement, il y a moins de ressources qui sont à notre portée qu'avant. Par contre, il y a aussi un travail à faire pour aller chercher des ressources ailleurs que dans les grands subventionnaires classiques. Il y a des fondations qui peuvent financer la recherche, il y a des organisations comme par exemple des syndicats qui peuvent financer la recherche, il y a des groupes communautaires qui peuvent se mettre ensemble pour faire des pools, pour pouvoir réaliser, dégager des ressources nécessaires pour pouvoir faire avancer des questions qui leur tiennent à cœur. Donc, il y a peut-être aussi une façon de revoir la mobilisation des ressources qui sont à notre disposition. Il y a l'enjeu de toujours faire pression auprès des gouvernements pour leur dire que c'est important de pouvoir débloquer les fonds pour faire avancer les connaissances.